Professeur Mieux. Attendez. Benoît, allez. Le canal problème, comment je vais assigner, comment je vais partager. Euh, Vous avez comme ça le... Oui, voilà. Des bacs plein écran. Voilà. Vous avez le Oui, partage. oui. Donc voilà, on va passer à un autre type d'handicap. Ça marche pas. Ah, voilà. Bonjour, merci Imen pour cette formation en ligne pour les psychologues. Bonjour professeur Nuiwa, merci pour la présentation. On a quand même appris sur l'handicap des enfants qui bien se retentit sur la famille. Alors moi, c'est un autre type d'handicap que je vais présenter. Euh, Avant de présenter donc les handicaps en cardiologie, dans les pathologies cardiaques, je dois vous définir, je dois vous donner les différents types de définition de l'handicap. Quand on dit handicap, ça ne veut pas dire que la personne est handicapée motrice. Donc, il y a plusieurs types d'handicap. Alors, la première, selon l'OMS, l'handicap est défini par des aspects négatifs de l'interaction entre une personne qui présente un problème de santé et les facteurs donc, dans l'environnement. Donc, l'handicap, il peut s'agir d'une déficience, d'une fonction, comme par exemple une atteinte d'une fonction physique, sensorielle ou cognitive ou psychique, une limitation de l'activité, donc la personne a un trouble moteur, donc soit un trouble moteur physique ou bien une motricité diminuée parce que la maladie fait que le patient ne peut pas faire beaucoup d'efforts. Ou bien, il y a un autre type d'handicap, c'est la restriction de participation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui était active lorsqu'elle n'était pas malade, cette personne, la maladie, l'handicap, comment on définit cet handicap de restriction de participation? Le patient ou la personne ne fait plus ses activités habituelles et donc elle se détache du milieu social et professionnel. Donc ça, c'est limiter la participation avec l'environnement. Donc, vous avez trois types d'handicap. Alors, en cardiologie, on peut avoir les trois types d'handicap. Comment? Ça passe pas. J'arrive pas à passer à une autre. C'est comment? Ça ne marche pas. Allô? Allô? Oui, professeur Benoît, essayez Bon. de passer par les flèches sur Là, c'était figé. Vous Ah, m'entendez? oui, oui, on vous Donc, entend. voilà. Maintenant, Je oui, vous ai oui, ça dit va. Ouais. Je vous ai dit qu'en cardiologie, on peut avoir les trois types d'handicap, c'est-à-dire un handicap de déficience, de limitation d'activité physique et de restriction de participation. Voilà, donc la limitation, donc un handicap à type de déficience, par exemple, une diminution de la capacité cardiaque, il y a une dysfonction de l'activité du cœur et le patient ne peut pas faire les efforts que les efforts faits habituellement. Donc, une diminution des efforts, ça c'est un handicap, même s'il n'a pas un trouble moteur dans ses quatre membres. Une limitation d'activité, donc là aussi, un patient qui a une pompe cardiaque qui ne fonctionne pas comme normalement, comme une fraction d'éjection par exemple qui était à l'état normal de 60%, elle est diminuée de moitié ou plus, le patient ne va pas faire les mêmes efforts qu'auparavant. Il deviendra essoufflé, dyspnéique,
mal au point, donc ils ne se sent pas bien, il va limiter ses activités. Une restriction de participation, là, c'est l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou sociale comme s'il n'était pas malade. Donc là, on peut avoir les 3 types d'handicap chez un cardiopathe. Quel est le rôle du psychologue dans la prise en charge de ces patients atteints de cardiopathie? Donc, ces cardiopathies, alors les différents types de diagnostics psychologiques que le psychologue peut poser chez un cardiopathe. Donc, c'est l'anxiété dans les phases aiguës ou chroniques de la maladie. Le psychologue, il peut être en face d'un patient qui a un déni de la maladie ou bien une ambivalence carrément. Donc, un malade qui était malade, à un certain moment, il s'est senti malade et tout d'un coup, il y a une levée de l'inhibition, le patient ne prend plus ses médicaments, il se croit guéri et donc il reprend ses activités habituelles, ce qui va aboutir à la décompensation. Ces mécanismes, ils influencent bien sûr l'observance du traitement, l'observance donc des règles hygiéno-diététiques des patients. Ça influence sur le pronostic. Une dépression ou une anxiété donc joue un rôle négatif sur le pronostic de la maladie. Et bien sûr, là, l'intervention du psychologue devient très urgente, puisque le malade peut aller jusqu'au décès, la décompensation de la maladie et jusqu'au décès. Parfois même, les malades arrêtent le traitement dans un but de suicide, entre parenthèses. Alors, le psychologue est en face, même nous, les médecins cliniciens, on est en face parfois à l'annonce du diagnostic. Donc, on est confronté à annoncer le diagnostic, parfois même à dire aux patients et aux proches que le pronostic est mauvais. Et généralement, on ne prononce pas le mot mauvais aux patients. Et on le prononce par contre à la famille, on leur dit même qu'il y a une menace vitale et même parfois on prononce le mot mort à la famille. Alors, on est en face, donc le psychologue se retrouve en face de cette confrontation de menaces vitales, de limitations fonctionnelles. Le patient ne fera plus les mêmes activités. Il dépendra des soins, donc soit d'une tierce personne ou bien les soins qui seront faits généralement chaque consultation, chaque 3 mois. Donc, ça devient un handicap au patient d'attendre le rendez-vous de 3 mois ou de 6 mois. Pour lui, donc, ça le met toujours dans un état de pathologie et donc sa psychologie est complètement perturbée vu que la consultation à moyen et à long terme c'est-à-dire ça va rappeler le patient qu'il est toujours malade. Tout ça, ça diminue de l'image du soi du malade, donc ils se sont diminués, ils se sont donc non indispensables aux proches et dans un milieu professionnel. Et donc ça lui donne une sensation de contrôle. Il se contrôle à chaque moment, à chaque fois qu'il fasse un effort, le patient doit se contrôler pour éviter, pour guetter les complications. Donc ça j'allais dire, c'est des pensées qui sont très négatives pour le patient. Nous, on ne voit pas ça, on est des médecins, des cliniciens, on se met pas dans la peau du patient. Mais le patient, tous ces signes, pour lui, c'est que du négatif, même si on lui dit non, la maladie va se stabiliser, non, vous avez le traitement, le malade n'a pas envie de garder un traitement à vie, il n'a pas envie de lui dire que la maladie va se stabiliser, il veut entendre qu'il est guéri et qu'il ne prendra plus le traitement. Et là, c'est nos limites, les limites du clinicien, et d'où l'intervention du psychologue. Donc, le psychologue va vivre avec le patient, donc il va vivre avec le patient. Le patient ne va rapporter que des subjectivités que le psychologue, par son expérience, va analyser ces subjectivités. Ces subjectivités, pourquoi? Parce que tout ce que le malade dit, ça peut être subjectif. Donc, quelle est la part du vrai et du faux? Je vais vous argumenter par des cas. Alors voilà, par exemple, en cardiologie, un patient qui a présenté un infarctus du myocarde et qui va développer bien sûr une anxiété persistante
lié à la crainte d'une récidive. Pourquoi un patient qui a un infarctus du myocarde, pourquoi il a peur? Parce que l'infarctus, d'abord, c'est une douleur thoracique qui est très gênante, et suite à ça, on fait le diagnostic, et donc il a peur d'avoir une autre douleur thoracique à sa sortie de l'hôpital, il a peur que sa maladie récidive, et donc il va se surveiller, il va y avoir une hypervigilance qui est parfois néfaste pour le patient. Il va se surveiller, alors cette hypervigilance qui va se manifester par la stimulation du système nerveux sympathique. Donc le patient est très stressé, il va présenter des palpitations, des douleurs thoraciques bénignes, atypiques, qui ne ressemblent pas à celles de l'infarctus. Il va consulter à chaque fois qu'il a ces signes. Il se retrouve à l'hôpital, et à l'hôpital, on le voit, on fait tout le bilan, on lui dit qu'il n'y a rien, il faut rentrer chez vous. C'est ce qui se passe en pratique courante. Donc ces patients, ils sortent, une fois qu'ils sortent, ils vont faire des attaques de panique, et ils vont revenir à l'hôpital chaque 2 jours, 3 jours, et malheureusement, à l'hôpital aux urgences, on ne prend pas beaucoup de temps pour l'expliquer que ça, c'est tout à fait normal. C'est une crainte qu'il faut bien sûr prendre en charge par le psychologue. Alors, ce cas illustre l'anxiété post-infarctus et l'hypervigilance somatique. Donc, le patient va se surveiller, il va se surveiller en trop. Alors, l'analyse psychopathologique, donc par les psychologues, cette symptomatologie s'inscrit dans un trouble anxieux réactionnel à un événement, qui est l'infarctus. Un événement traumatique, somatique, donc le patient va somatiser n'importe quel signe qu'il va recevoir, il croira que c'est une récidive de l'infarctus. Alors, l'infarctus lui-même, il constitue une rupture pouvant être assimilé à un traumatisme psychique, entraînant une localisation excessive sur les signes corporels. Alors, le corps, le corps va devenir réceptif pour n'importe quel signe. N'importe quel signe est ressenti par le patient comme une menace permanente, et le patient va vivre dans un cercle vicieux, et donc parfois même il abandonne l'insertion sociale et professionnelle, et vous allez le retrouver enfermé sur lui-même à la maison, et donc jusqu'à la dépression profonde. Les enjeux cliniques, donc ça c'est le rôle du psychologue, donc risque de limitation fonctionnelle, le patient ne va plus marcher, ne va plus se déplacer, il va rester dans un endroit où il sortira plus de chez lui, et ceci va bien sûr toucher, ou ça va se répercuter sur la réadaptation cardiaque, puisque après un infarctus du myocarde, le patient va passer en réadaptation pour une réinsertion sociale et professionnelle. Donc la réadaptation cardiaque se fait dans les services de cardiologie. Le patient va bénéficier de petits mouvements, une épreuve d'effort pour lui dire que voilà, vous avez fait un événement, oui, mais maintenant, les mouvements et l'épreuve d'effort ne déclenchent pas de douleur. Vous pouvez reprendre votre vie habituelle, bien sûr, tout en faisant attention. Le patient n'accepte pas ça. Pour lui, dès qu'il a fini, dès qu'il sort de l'hôpital, pour lui, il est guéri, il arrêtera le traitement. Et ça, donc, le rôle du psychologue qui commence déjà dès l'hospitalisation du patient. Alors, les axes d'intervention psychologique, donc où va intervenir le psychologue, une réassurance et psychoéducation. Donc, il faut, bien sûr, ça c'est en collaboration avec l'équipe soignante, donc avec les médecins et les médecins donc du service d'hospitalisation du patient. Il faut travailler sur l'anxiété du patient, donc chercher où se trouve cette anxiété, et bien sûr gérer le stress à l'exposition, c'est-à-dire le patient, gérer le stress du patient, puisque le patient, il se dit, si je fais un effort, ou si je conduis, ou si je monte les escaliers, je vais récidiver. Donc c'est sur ça que va travailler le psychologue, c'est sur le stress et l'exposition graduée à l'effort. Ça c'est la collaboration entre le psychologue et le médecin traitant qui va réaliser une épreuve d'effort au patient, et qui va donc lui prouver que faire un effort, ça ne veut pas dire récidive. La deuxième éventualité, ou le deuxième problème, c'est l'évaluation psychologique du patient ayant donc une cardiopathie. Donc au début, on a vu l'impact psychologique, donc l'anxiété et le renfermement sur soi-même. Comment évalue le psychologue donc un patient qui a une cardiopathie?
Alors, l'intégration du psychologue dans la démarche de soins repose sur une évaluation psychologique rigoureuse et globale. Elle est très, très importante. L'intervention du psychologue, j'allais dire, elle est vitale, visant à identifier les facteurs de vulnérabilité et de protection. Donc, quels sont les facteurs dont le patient a peur et quels sont les facteurs qui vont protéger cette vulnérabilité. Alors, on va faire donc un bilan, le psychologue va faire un bilan psychologique du patient. Alors, l'état émotionnel, est-ce que le patient est anxieux? Est-ce qu'il y a une symptomatologie dépressive? Est-ce qu'il y a un stress? Tout ça, tous ces facteurs vont, si on ne fait pas le diagnostic dès l'hospitalisation du patient ou pendant la durée d'hospitalisation du patient, ces facteurs vont provoquer une décompensation de la maladie. Quelles sont les stratégies d'adaptation? Donc, le psychologue, en posant le diagnostic psychologique, il va adapter des stratégies pour agir contre tel ou tel facteur. Alors, les croyances et représentations de la maladie et des traitements. Donc là aussi, en faisant un listing de toute plainte du patient et de toute, j'allais dire, attente du patient, puisque le patient va se plaindre, il va vous dire, je m'attends à ça et ça et ça. Donc, il faut faire un listing et chercher donc un traitement efficace donc non pas un traitement médicamenteux, mais un traitement, une psychothérapie. Le niveau d'adhésion thérapeutique, donc là aussi, il faut se poser des questions. Nous-mêmes, cliniciens, on demande aux patients de prendre le traitement. Le traitement, il faut le prendre à vie, il ne faut pas l'arrêter. Le malade nous dit oui, 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 oui. Mais après, quand il sort, il arrête le traitement dans la semaine ou dans le mois qui suit. Donc là, c'est important. Le rôle du psychologue est important pour apprendre ou pour montrer aux malades que le traitement est important. Donc, il y a des thérapies que le psychologue fera ou réalisera pour faire adhérer le patient au traitement. Et ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Donc, l'équipe de l'éducation thérapeutique comprendra un cardiologue, un infirmier, un psychologue, et donc pour convaincre le patient à laisser son traitement pendant une longue durée. Donc, se faire de soucis pour la qualité de vie du patient. Donc, là aussi, je reviens à nous en clinique, quand on est en pratique courante, quand on voit le patient, c'est vrai qu'on lui demande est-ce qu'il est assuré, il n'est pas assuré, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il ne mange pas, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne dort pas. Mais on n'est pas très efficace comme le psychologue. Il prendra plus de temps à parler avec le patient de sa qualité de vie. Est-ce qu'il est aisé à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes familiaux? Parce que tous ces facteurs entraînent une décompensation de la maladie. Donc, la qualité de vie est importante à connaître par le psychologue et qui va agir donc en fonction du diagnostic posé. Les ressources personnelles, familiales et sociales, là aussi, donc, est-ce que le patient, je vous ai dit, donc, ça fait partie de la qualité de vie aussi du patient. Est-ce qu'il travaille, il ne travaille pas? Est-ce qu'il est assuré, il n'est pas assuré? Parce que nous, on lui dit, il ne faut pas arrêter le traitement. Même s'il n'est pas assuré, on lui dit, il faut trouver une formule pour ne pas arrêter le traitement, même si c'est vos enfants vous achètent les médicaments. Et parfois, les enfants n'ont pas d'argent aussi. Et donc, le patient se renferme sur lui-même et il ne va pas vous dire qu'on n'a pas d'argent. Parfois, et pour lui, c'est une honte de dire ça. Donc, il va se renfermer sur lui-même, il va arrêter le traitement en sortant, il reviendra en décompensation. Donc, l'intérêt d'une psychothérapie est très importante, c'est-à-dire l'intérêt du rôle du psychologue, elle est importante dans ce cas. Les ressources familiales, donc là aussi, je vous ai dit, est-ce qu'il y a une aide ou est-ce qu'il n'y a pas d'aide? Et les sociales, donc là, ça fait partie, donc les ressources sociales. Est-ce que le patient va réintégrer sa vie sociale après l'épisode aigu? Est-ce qu'il va réintégrer sa vie professionnelle? Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire sur le malade déjà dès son hospitalisation et poursuivre les consultations à sa sortie. Cette évaluation elle s'appuie sur des entretiens cliniques approfondis. Donc le terme approfondi, pas comme on le fait nous cliniciens, parfois on est un peu superficiel parce qu'il y a beaucoup de choses ou beaucoup de malades à voir en même temps. Et donc un entretien clinique approfondi va bien sûr être récompensé par une prise en charge adéquate et donc qui va répondre aux besoins du patient.
Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, voilà, c'est illustré par un cas. Alors le deuxième cas, lors d'un entretien clinique, un patient souffrant d'insuffisance cardiaque chronique exprime une vision pessimiste, donc tout est noir pour lui, il exprime une vision pessimiste de sa pathologie associée à un sentiment d'impuissance et un retrait progressif des soins. L'évaluation met en évidence une symptomatologie dépressive ainsi qu'un faible soutien social. Donc, ce patient qui a une aisance cardiaque chronique, c'est une maladie chronique, on lui dit il ne faut pas arrêter le traitement. Le traitement d'aisance cardiaque chronique, c'est un traitement qui est qui est important et qui est coûteux, et parfois les malades ne sont pas assurés. Ils arrêteront le traitement à mi-chemin de leur vie, ils finissent par décompenser. Donc déjà, d'une part, ils n'ont pas de source pour acheter le traitement, d'autre part, ils en ont marre de prendre le traitement à chaque fois. Parfois, ils décompensent parce qu'ils font une grippe et ils vous disent oui, mais je suis sous traitement, pourquoi je décompense? Donc, ils ne comprennent pas que le traitement seul ne suffit pas, il faut un traitement avec des règles hygiéno-diététiques, éviter toute infection, se faire vacciner, les patients parfois refusent de se faire vacciner. Donc tout ça, c'est une explication à donner aux patients à tête reposée avec une certaine une certaine élocution et un certain degré de patience qui, je trouve moi-même clinicienne, que je trouve chez les psychologues, parce que j'ai déjà eu à travailler avec les psychologues et je vois qu'ils ont une patience grandiose. Alors, ces insuffisances cardiaques, ils ne prendront pas leur traitement, ils vont faire, donc ils se retrouvent impuissants, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas travailler comme les autres, ils ne peuvent pas faire de longues distances comme les autres, ils ne peuvent pas faire des randonnées par exemple, ils ne peuvent pas faire la natation, la piscine, c'est pas comme les patients qui ne sont pas malades, donc ils se retrouvent impuissants, ils se trouvent impuissants, et donc là, quand ils voient que le traitement quand ils se voient récidiver parce qu'ils ont fait une grippe ou parce qu'ils ont mangé du sel, ils vont se dire que le traitement est inefficace, ils vont donc abandonner les soins et abandonner le traitement. Alors, le patient, en rapportant tout ça, le psychologue pose le diagnostic d'une dépression. Parfois, donc la dépression, elle est légère, modérée ou profonde. Et lorsqu'elle est profonde, ça mène vers le décès. Donc là, il faut, avant d'arriver à la dépression profonde, l'intérêt de l'intervention du psychologue. Alors, l'analyse psychopathologique, que dit le psychologue, cette situation évoque une dépression réactionnelle à la chronicité, parce que le malade, on en a marre de prendre le traitement, il veut plus prendre, il n'arrive plus à faire comme quelqu'un qui n'est pas malade. Donc, c'est une dépression réactionnelle à la chronicité marquée par un vécu de perte de capacité physique, perte des rôles sociaux. Le patient ne se retrouve pas dans la société. D'ailleurs, dès qu'il y a une maladie chronique, les patients sont soit donc nous on demande un aménagement de poste, et parfois lorsqu'il n'y a pas de poste aménagé qui répond à la maladie du patient, les malades sont mis à la porte, entre parenthèses, sont mis dehors et donc sont remplacés par d'autres. Donc le patient se retrouve devant une perte de son rôle social, professionnel, et ça, c'est un sentiment, je vous ai dit, d'impuissance importante et de dépression qui va de légère à profonde. Cette dépression, bien sûr, elle aggrave la maladie, elle aggrave le pronostic de la maladie, et que parfois, des patients meurent de dépression et meurent de dépression. Pourquoi ils meurent? Parce qu'en déprimant, on ne prend plus le traitement et on ne respecte plus le régime. Ils vont décompenser, ils vont faire des compensations de leur maladie. Les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on voit que le malade, chez ce patient qui a une aisance cardiaque chronique, il y a une mauvaise observance thérapeutique, ce qui va aggraver le pronostic du patient. Les axes, comment va agir le psychologue ou la psychologue? Il faut un soutien psychologique régulier, c'est-à-dire des séances de psychothérapie. Bien sûr, la psychothérapie, je ne rentre pas dans les détails comment font d'ailleurs, c'est les psychologues qui vont nous dire dans un moment. Il faut une psychothérapie régulière, des séances régulières, pas une, pas deux, c'est des séances régulières, une fois par semaine, peut-être plus d'une fois par semaine lorsque l'état du malade est grave.
il faut travailler sur l'acceptation de la maladie. Donc, la maladie est là, il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Et la mobilisation des ressources personnelles et sociales. Donc là, il faut voir est-ce que le patient, est-ce qu'on peut le réinsérer dans, donc, on essaie donc de faire une réinsertion socio-professionnelle du patient. Troisième chapitre, l'accompagnement psychologique. On a vu que c'était comprendre le malade, accompagner et intégrer. Comprendre donc tout ce qu'on vient de voir, il faut chercher, il faut poser un diagnostic psychologique, la dépression, l'anxiété, le stress, le déni. Et donc ça, c'est la compréhension, l'accompagnement. Donc comment se fait l'accompagnement psychologique et l'intervention thérapeutique. L'accompagnement psychologique, il vise à favoriser l'adaptation du patient à sa maladie cardiaque et à prévenir l'apparition, l'aggravation des troubles psychopathologiques, donc qui risquent de décompenser sa maladie. Alors, les objectifs thérapeutiques, c'est l'élaboration psychique du diagnostic et de l'expérience de la maladie. Donc, on va voir, est-ce que c'est une anxiété, c'est une dépression, c'est un déni. Réduction de l'anxiété et des symptômes dépressifs. Donc, ça fait partie des objectifs thérapeutiques. Il faut réduire l'anxiété, il faut diminuer donc il faut agir sur la dépression. Parmi les objectifs thérapeutiques, le renforcement des capacités d'adaptation et d'autonomie, parce que le patient, lorsqu'il perd son autonomie, ça c'est, il déprime. C'est tout le monde qui, quand on a une grippe et on n'arrive pas à se lever, on déprime. Donc, imaginez un insuffisant cardiaque ou un infarctus ou autre maladie cardiaque chronique qui fait perdre l'autonomie du patient. Donc là, l'intérêt donc de poser le diagnostic de cette perte d'autonomie et d'agir en aval. L'amélioration de l'observance thérapeutique, donc qui fait partie du programme de l'éducation thérapeutique avec l'aide du diététicien, de l'infirmier, du cardiologue et du psychologue. Le soutien à la reprise des activités personnelles, sociales et professionnelles, donc la réinsertion socio-professionnelle, parce que parfois le patient, quand il a une maladie chronique, il est stable, il n'y a pas de signe de décompensation. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit il faut reprendre le travail, on donne donc les précautions qu'il faut prendre et on leur dit il faut reprendre, il ne faut pas rester sans rien faire puisque si vous restez sans rien faire, ils vont faire une psychosomatisation. Donc, les patients refusent d'aller au travail. Ils refusent d'aller au travail de peur qu'ils récidivent. Donc là, l'intérêt d'une psychothérapie, j'allais dire, spécialisée pour ce genre de patients. Donc, les interventions peuvent s'inscrire dans différentes approches, comme les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, ça, c'est donc le travail spécialisé du psychologue. Donc, ça passe par des thérapies cognitivo-comportementales, les approches de soutien, la psychoéducation et les techniques de gestion du stress. Les techniques de gestion du stress, donc, ça va de la psychothérapie au yoga. Je ne sais pas le yoga si c'est l'apanage du psychologue. Alors, l'exemple de ce grand chapitre, c'est, alors vous avez un patient, dans le cadre du programme de réadaptation cardiaque, un patient présente une très forte peur de l'effort. Donc, parce qu'il a fait un problème cardiaque déclenché par l'effort, donc il ne veut plus faire d'effort. Et là, les patients qui ont peur de l'effort, on leur fait une réadaptation à l'effort, réadaptation cardiaque en faisant des petits mouvements jusqu'à l'épreuve d'effort médicale. Donc, le patient, malgré sa stabilisation par les médicaments, le patient a très peur de faire l'effort. Alors, l'intervention du psychologue à travers une approche cognitivo-comportementale vise à identifier et à restructurer les croyances dysfonctionnelles liées à l'activité physique en lien avec l'équipe soignante. Bien sûr, ça, le cardiologue doit être présent. Et généralement, à quel moment on envoie le patient chez le psychologue à sa sortie, donc on doit faire une évaluation cardiaque et notamment une épreuve d'effort pour voir est-ce que le patient peut subir il peut faire d'autres efforts ou pas, il faut qu'il passe par une épreuve d'effort. Donc ici, le malade, ce patient qui a eu une symptomatologie, une maladie à l'effort, par exemple un langor d'effort ou un infarctus qui a été déclenché par une douleur, par un effort en montant les escaliers ou bien en faisant le footing, le patient ne refera plus ça de peur qu'il récidive. L'intérêt de l'approche cognitivo-comportementale par les psychologues.
Alors, ce cas clinique, c'est donc le diagnostic, c'est la peur de l'effort et les croyances dysfonctionnelles. Donc, ça veut dire quoi? Pour le patient, il croit qu'il a toujours la dysfonction, donc la dysfonction organique, et malgré le traitement optimal. Cette peur, donc l'analyse psychosomatique, psychopathologique, cette peur s'appuie sur des croyances dysfonctionnelles concernant la fragilité corporelle. Donc pour le patient, il est toujours fragile, traduisant une représentation du cœur comme organe irréversiblement vulnérable. Donc pour le patient, même s'il est sous traitement et on lui dit que vous êtes stable et le cœur ne souffre plus, pour lui, non, la vulnérabilité est irréversible. Donc l'atteinte cardiaque est irréversible, donc il ne fera plus d'efforts. Ça, c'est très mauvais pour les patients. Parce que quand on ne fait plus d'efforts, on reste sans rien faire, on va manger, on va prendre du poids, on va devenir obèse, on va devenir irrité, on va déprimer, donc on va multiplier les facteurs de risque. Le patient associe l'effort à un risque immédiat de mort. Donc, il vous dit, si je marche, je risque de mourir, révélant un fonctionnement anxieux. Donc, c'est un patient qui est anxieux, qui est stressé, donc marqué par des schémas cognitifs rigides. Donc, le patient ne veut rien savoir, il a une psychorigidité, il vous dit non, je ne fais pas, si je fais, je meurs. Cette anxiété conditionnée par l'effort, elle entrave ou elle se répercute, elle retentit sur le processus de réadaptation. Elle peut être compromise comme une tentative de contrôle face à un incident somatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très difficile pour un médecin cardiologue seul d'agir pour faire disparaître la peur chez ce patient. Il faut une approche psychologique pour localiser où est le problème. Le cardiologue, il fera une épreuve d'effort, il lui dit qu'il n'y a rien du tout, il lui dit, allez-y travailler. Mais le patient est quand même renfermé sur soi-même. Donc, l'intérêt d'envoyer ces patients chez un psychologue spécialisé dans les pathologies cardiaques. Les enjeux chez ce patient, donc il a un blocage, il veut plus. Il va entraîner, donc il va se désadapter à l'effort, donc ça veut dire qu'il fera plus d'efforts. Et le jour où il décidera de marcher, il va devenir dyspnéique, il va y avoir une amyotrophie, il va avoir beaucoup de conséquences de la sédentarité. Et donc, il faut travailler ces deux paramètres. Les axes, restructuration cognitive, exposition progressive à l'effort, et un travail en lien étroit avec l'équipe soignante, bien sûr, puisque le patient, il va vous dire non, vous n'êtes pas cardiologue, si vous faites telle ou telle thérapie, je risque de récidiver. Donc, le cardiologue, son médecin traitant, va le rassurer en lui disant non, allez-y, faites la thérapie, il n'y a aucun problème. L'intégration, qu'elle est donc intégrée, le rôle du psychologue dans l'intégration, et dans la démarche de soins, le psychologue intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui regroupe le cardiologue, l'infirmier, le kiné, le diététicien. Voilà, il contribue à une prise en charge globale du patient. Donc là, bien sûr, le médecin le cardiologue prend en charge la maladie, l'infirmier prend en charge les soins infirmiers, le kiné, il prend en charge donc la kinésithérapie, que ce soit motrice ou respiratoire. La diététicienne, elle joue, donc elle fait donc l'éducation thérapeutique avec la présence de spécialistes. Et donc le psychologue, il fait donc sa psychothérapie, donc il s'occupe de sa psychothérapie qui est importante, qui est plus importante que le travail du cardiologue qui est déjà fini à l'hospitalisation. Cette intégration, donc l'intégration du psychologue dans la démarche de soins, elle se manifeste par la participation au programme de réadaptation cardiaque. Donc, il y a un programme bien précis, on ne va pas faire l'épreuve d'effort d'emblée, il y a un programme de réadaptation bien spécifique, c'est toute une spécialité. La collaboration interprofessionnelle dans l'élaboration du projet de soins, donc la collaboration, ça veut dire quoi? Donc, le psychologue, il va quand même avoir le profil pathologique du patient, de quoi il souffre, pour agir en aval. L'implication dans l'éducation thérapeutique du patient, bien sûr, là aussi, la présence du psychologue dans l'éducation thérapeutique,
est importante parce que parfois les malades banalisent l'éducation thérapeutique, parfois c'est le déni, parfois ils vous disent oui sans être convaincus. Et donc l'observation du psychologue, l'observation du patient par le psychologue, donc fait une analyse pour voir pourquoi il y a un tel ou tel comportement concernant l'éducation. Le soutien psychologique des proches et de l'entourage familial. Donc, non seulement le psychologue s'occupe du patient, mais le psychologue doit s'occuper aussi de l'entourage familial, voir est-ce que l'entourage est favorable, l'entourage familial est favorable à la prise en charge du patient lorsqu'il est chez lui. Et parfois, la famille est en détresse, donc le soutien psychologique par le psychologue est important. Exemple, voilà, le psychologue est sollicité par l'équipe soignante face à un patient présentant une faible observance thérapeutique et un rejet de suivi médical après la pose d'un dispositif cardiaque implantable. Ça veut dire que ce patient, il a consulté pour un trouble, un BAV par exemple, il a nécessité une mise en place d'un pacemaker, une pile. On lui a placé une pile. Alors, ce patient, il manifeste un désintérêt à cette pile. La pile, c'est quoi? Donc, c'est une pile, ce dispositif, c'est une pile qu'on place en sous-claviculaire. Et donc, quand on touche, on touche la pile. La pile est touchable, elle se trouve sous la peau. Donc, ce patient, il exprime un rejet de suivi médical parce que la pile, il faut une surveillance régulièrement. Donc, le travail est important pour convaincre le patient qu'il a une pile et qu'il doit se faire suivre. Alors, le travail, il se fait bien sûr avec le cardiologue. Il doit faire comprendre au patient qu'il doit reconnaître qu'il a une pile. Donc, le diagnostic chez ce patient, c'est un déni de la maladie. Un déni de la maladie, il rejette carrément, il a une représentation négative du dispositif, alors que ce dispositif lui a rendu la vie. Parce que quand on laisse un malade sans pile, il peut mourir à n'importe quel moment, et la pile, elle est importante, sinon il décède. Donc, cette pile, elle a sauvé le patient, et le patient n'arrive pas à comprendre que c'est grâce à cette pile qu'il continuera à vivre. Donc ça, c'est important. Le patient, pourquoi il ne veut pas, il n'accepte pas? Parce qu'il a, j'allais dire, un corps étranger en sous-claviculaire, sous la peau, et donc il se sent gêné. Alors le diagnostic, c'est le déni du dispositif qu'il a dans sous-claviculaire. La non-observance peut être interprétée comme l'expression d'un mécanisme de défense de type déni partiel, visant à réduire l'angoisse liée à la reconnaissance de la maladie et de la dépendance technologique. Déni partiel, c'est un déni. Pourquoi partiel? Parce que le patient, il ne rejette pas à 100% cette pile. Il sait que c'est grâce à cette pile qu'il continue à vivre. Mais est-ce qu'il se demande, est-ce qu'un jour on va l'enlever? Ou est-ce qu'il faut des contrôles? Pourquoi je dois venir chaque 3 mois, 6 mois pour le contrôle? Donc, il veut la pile, mais il ne veut pas faire des contrôles. Alors, ce dispositif implantable constitue un rappel constant de la pathologie. Donc, pour lui, quand il touche à cette pile, pour lui, il est malade, il n'arrive pas à oublier sa maladie. Donc, c'est ça son anxiété. Voilà, donc pour lui, s'il est malade, s'il a une pile, il ne peut pas voyager parce que cette pile va sonner dans le scanner, par exemple, de l'aéroport. Il ne peut pas faire des mouvements du sport comme les autres parce que il risque la pile, elle risque de sortir de la peau. La pile, elle est reliée à des sondes. La sonde risque de se fracturer, de se casser. Et donc, le patient ne veut pas, il ne veut pas savoir ou connaître ses complications. Et donc, pour ça, il évite de venir faire ses contrôles. Donc, la psychothérapie, elle est importante chez lui. Elle est vraiment difficile et c'est très difficile de le convaincre. Donc, le risque vital est lié à la non-adhésion aux soins. Risque vital parce que si on lui enlève la pile, le malade meurt. Ou bien s'il arrache, le malade meurt. Donc, le travail, c'est un travail important
autour de la maladie. Donc là, le psychologue doit savoir que s'il y a une pile, c'est qu'il y a un trouble sévère dans le fonctionnement du cœur. Et donc la pile, elle est importante. Si on l'enlève, il meurt. Mise en mots des peurs et des représentations. Donc là, c'est le patient, il s'exprime. Et l'accompagnement progressif vers l'acceptation. Donc ça, c'est par des thérapies, comme on a vu, cognitivo-comportementales. Donc ça, c'est la spécialité du psychologue. Alors, donc l'apport du suivi psychologique sur l'évolution clinique, de nombreuses études mettent en évidence l'impact positif de la prise en charge psychologique sur le pronostic des patients qui sont atteints de cardiopathie. Donc, vous voyez que l'intérêt du psychologue ou la présence du psychologue est très importante. Elle est très importante, je dirais plus importante que le cardiologue, parce que le cardiologue, il traite le patient. Après, une fois que le malade sort du service, il est revu 3 mois ou 6 mois après. Et après, le patient est livré à lui-même. Parfois, il ne revient pas. Par contre, la psychothérapie est importante et le malade reviendra chez le psychologue plus que chez le cardiologue. Donc, le suivi psychologique, il permet une amélioration de la qualité de vie. Donc, le patient, il peut se confier au psychologue, il peut lui raconter des choses qui ne sont pas dites au cardiologue, puisque pour lui, le cardiologue, il est là pour donner le traitement et pour faire l'échographie et ne pas pour l'écouter. Contrairement au psychologue qui est là pour écouter, il n'a pas de médicaments à donner, donc il n'est pas nocif pour le malade. Alors que nous donnons des médicaments, les malades nous voient comme des nocifs. Et ils ont raison. Alors, une meilleure adhésion au traitement médicamenteux, donc là aussi, ça rentre dans le programme de l'éducation thérapeutique. Donc, le psychologue, il a sa manière de parler avec le patient, comment le convaincre que le traitement est important dans sa pathologie. Une réduction des comportements à risque, par exemple, arrêter le traitement ou ne pas respecter les règles hygiéno-diététiques ou faire des efforts plus qu'il le faut. Donc ça fait partie toujours de la psychothérapie qui est très bien faite par les psychologues. Je vous ai dit, j'ai déjà assisté avec un psychologue du service et là, je vois que les malades adhèrent plus qu'ils adhèrent au cardiologue. Donc, une diminution des complications et des réhospitalisations. Donc, la psychothérapie, elle permet aux patients de reprendre confiance en soi-même, de ne pas arrêter le traitement, de respecter les règles hygiéno-diététiques. Et donc, ça a des conséquences positives sur les réhospitalisations, que les patients ne décompensent pas, ne compliquent pas. Et donc, ils sont bien contents. Et donc, là aussi, l'intérêt de le suivi, l'apport du traitement psychologique chez ce patient, il permet une meilleure adaptation à la chronicité de la maladie. Donc, ils s'adaptent, ils se disent, voilà, on accepte, ils acceptent la maladie, ils acceptent la maladie, ils vivent avec la maladie, avec des conseils précieux par les psychologues. Exemple, un patient suivi après un accident cardiaque majeur. Donc, ça peut être une aisance cardiaque, un infarctus, un trouble du rythme ou un trouble de la conduction. Initialement replié sur lui-même, donc il se voyait mourir, et il était pessimiste, et il approchait la dépression. Et présentant des conduites à risque, tabagisme, donc en se voyant mourir, les malades, quand ils se voient comme ça, quand ils sont hospitalisés pour des pathologies graves, et on leur dit attention, si vous reprenez la cigarette, vous allez récidiver, ou bien vous allez faire des complications. Il y a des patients qui font vraiment le contraire, ils vont fumer, ils vont continuer à fumer, ils vous disent oui. La mort, les Algériens يقول لك الموت وحده معليش انا نكمل ناكل الملح ونكمل ناكل واش نحب ونكمل نتكيف. Donc voilà, un tabagisme persistant qui est très dangereux pour le patient lorsque le patient a fait un infarctus du myocarde et continue à fumer, c'est les complications, c'est la récidive et c'est la mort. Donc ces patients, lorsqu'ils sont bien pris en charge par l'éducateur thérapeutique et par le psychologue. Donc, on voit effectivement en consultation, on voit une amélioration de l'observance thérapeutique. Les patients voient mieux
l'intérêt de vivre et l'intérêt de prendre un médicament, et voient mieux aussi, ils se voient améliorer leur qualité de vie grâce à la psychothérapie. Donc, ces patients, si on les laisse, si on les abandonne, ils font tout le contraire de ce que vous leur dites. Ils font tout le contraire de ce que vous leur dites. Ils vont reprendre les efforts, ils vont reprendre le travail forcé. Si on les accompagne pas, ils décompensent, ils décèdent. Donc, les conduites à risque peuvent traduire un fonctionnement ambivalent face à la maladie, c'est-à-dire le malade, il était bien, il a pris son traitement, il était bien, maintenant il se sent bien, il arrête le traitement, il va faire ce qu'il veut, le travail forcé qui le décompense, il va fumer, il va faire de la randonnée alors qu'il risque de faire une mort subite. Donc tout ça, ces conduites peuvent être compromises comme une modalité de gestion de l'angoisse. Donc vous voyez, c'est l'effet vraiment contraire. C'est ça l'ambivalence. Pour lui, en reprenant sa vie actuelle avant qu'il tombe malade, pour lui, il gère son angoisse, il fume. S'il fume, c'est qu'il diminue l'anxiété, il diminue le stress par la cigarette ou par la prise de café noir ou par la prise d'excitant. C'est pour oublier sa maladie. Donc là, c'est très mauvais et ces patients nécessitent une prise en charge très importante. C'est les plus fragiles. Donc, le risque, c'est la récidive de la maladie, voire même le décès. Et bien sûr, là, il faut jouer sur l'échec des mesures de prévention secondaire. Pourquoi il y a eu échec? Pourquoi le patient a repris la cigarette? Pourquoi le patient a repris le travail forcé? Donc, ça, c'est tout un travail à faire. Et c'est important, parfois les malades, je vous ai dit, ils n'ont pas d'argent pour acheter le traitement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le traitement et au lieu d'acheter les médicaments, ils vont acheter la cigarette, ils vont prendre donc ils vont reprendre la cigarette, ils vont vous dire, et après, si on meurt, c'est pas grave. Il y a des malades qui sont comme ça. Alors, sur quel axe le psychologue va agir? Sur la motivation, bien sûr. Pourquoi ce patient est démotivé? Il y a quelque chose qui l'a démotivé. Le diagnostic est très bien fait par le psychologue. Travailler sur l'ambivalence. Pourquoi ce patient est comme ça? Pourquoi il fume, il a arrêté de fumer, après il reprend, il arrête les excitants, après il reprend, il prenait le traitement, il arrête le traitement et pour lui, il va bien. Quand il ne prend pas le traitement, il va bien. Ça, c'est l'ambivalence. Donc, il n'y a pas. Donc, l'ambivalence, c'est la chose et sa négation. Renforcement de l'autonomie et du sentiment d'efficacité personnelle. Parfois, donc ça, c'est vrai que parfois les malades, quand ils se sentent écartés par la société ou donc par la société, donc un écartement socio-professionnel, ils font tout le contraire. Ils vont tout faire pour plaire à la société. Alors, ils vont fumer pour dire que je ne suis pas malade. Il ne va plus prendre le traitement. Il va dire oui, moi je suis guéri. Donc ça, c'est important de travailler cette partie. Alors maintenant, donc je finis. Alors, aborder la fin de vie auprès de la famille. Ça, c'est un autre thème pour le psychologue. Dans les cardiopathies évoluées, alors en tant que clinicien, on ne va pas dire au malade que vous allez mourir. Mais il faut prévenir la famille. Il faut pas. Il y a Parfois, on donne de l'espoir et parfois, on ne peut pas donner d'espoir à la famille. On va leur dire, voilà, la maladie est très évoluée, le traitement ne fait plus son effet parce que la maladie elle est au stade final. Et donc, il faut s'attendre à ce que le malade décède, bien sûr, avec un temps, pas en rigolant ou bien donc, vraiment avec un temps qu'il faut. Il faut montrer il faut montrer à la famille qu'on est avec eux et on est là avec eux jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, le psychologue. Alors, évaluer la compression, les attentes et les mécanismes de défense de la famille. Donc là, ça veut dire quand on leur dit, voilà, le patient, il est au stade final, il n'y a peut-être rien à faire. On va voir la famille comment elle va agir. Et ils vont vous dire, non, vous le laissez à l'hôpital. Donc, on se dit, oui, il faut le laisser à l'hôpital. Allez, appelez le psychologue pour voir qu'est-ce qui se passe. Parfois, vous savez, il y a des problèmes familiaux et donc le patient, les gens préfèrent laisser le malade à l'hôpital que le prendre à la maison. Introduire progressivement la notion de fin de vie.
C'est-à-dire, il ne faut pas dire خلاص ما كان والو واش نديروا له راح يموت. Non, progressivement, la thérapeutique, donc la qualité de vie, un patient qui souffre, qui reste comme ça sans rien faire. Donc il faut leur dire voilà, شغل ما حش يتحسن. Donc la qualité de vie, ça va se dégrader de plus en plus. Donc, il faut savoir comment parler aux patients. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que le psychologue qui pourra expliquer à la famille cette notion. Adapter le langage clair, non brutal, centré sur le confort et la dignité. Donc, on ne va pas jeter le malade dehors. Si on vous dit non, on n'a pas où le mettre, vous le laissez à l'hôpital, on le laisse à l'hôpital et on lui donne quand même, on l'accompagne jusqu'à la fin. Accueillir et contenir les réactions émotionnelles, l'angoisse, tristesse, colère. Donc, bien sûr, la famille, quand vous leur dites que votre patient, votre frère ou votre mère ou votre père va mourir, ils vont pas rigoler. Donc, il faut être avec eux, il faut analyser leur angoisse, il faut essayer de les accompagner jusqu'à la fin. Parfois, ils sont coléreux et ça ne fait rien. C'est tout à fait normal. Quand vous dites à quelqu'un que votre proche va mourir, il ne va pas vous dire « Ah, merci », il va être soit triste, soit angoissé, soit en colère. Donc, il faut se préparer à ça. Et je vous jure que ce n'est pas le clinicien qui va bien agir, c'est plutôt le psychologue. Respecter le rythme psychique et les mécanismes de protection. Donc, parfois, la famille vous dira non, il est bien, il va s'améliorer, donc il faut pas aller plus loin, il faut pas lui dire non, كيفاش انت ماشي طبيب وهذاك طبيب قال. Donc s'ils vous disent non, il va bien, on va dire oui, qu'est-ce que vous voulez le prendre à la maison, au moins de complications vous le ramenez, ou bien quand par exemple maintenant il y a les soins à domicile, on vous envoie un médecin pour les soins à domicile, donc il faut là aussi l'accompagnement. Favoriser l'anticipation lorsque possible. Souhait du patient, les soins palliatifs, parfois le patient lorsqu'il est en état, étant en fin de vie, les patients ils le savent en fait, ils savent que il n'y a rien à faire, donc ils demandent à sortir de l'hôpital. Ils vous disent, moi je préfère aller mourir à la maison, devant mes enfants, devant la famille. Et donc on s'assure que réellement c'est ce que veut le malade. Donc là on interroge la famille, et si c'est vrai, on sort le malade et on leur dit au cas où on est là, on vous accompagne. Et donc, enfin, travailler en interdisciplinarité. Donc, là aussi, il ne faut pas travailler seul. C'est plusieurs disciplines qui doivent s'associer pour le bien-être du patient s'il est en voie de guérison, ou bien bien-être de la famille si le malade est en fin de vie. Alors tout ça, ça fait partie du soutien de la famille dans l'élaboration de la fin de vie, bien sûr dans une approche humaine et éthique. Donc on va pas sortir le malade contre le gré du patient ou contre les souhaits de la famille. Il y a une éthique à appliquer, il y a bien sûr une approche humaine. On est des êtres humains, donc on se comprend. En conclusion, le psychologue occupe une place centrale dans la prise en charge des patients atteints de cardiopathie. Alors moi, je vais, avant de finir la conclusion, je vais vous raconter une chose. Quand j'étais à Beni Msous, on était avec le professeur Issad. Alors, avec le professeur Issad, l'équipe était composée de résidents en cardio, les cardiologues, c'est-à-dire assistants, les profs, les maîtres assistants. Il y avait la diététicienne, la kinésithérapeute et la psychologue. Et c'était des femmes, parce que je pense que les hommes, ils sont un peu... c'était des femmes. Les femmes étaient là. On a eu des hommes qui ne savaient pas parler avec les patients. Ils étaient un peu brusques. Donc ces femmes étaient vraiment à la hauteur. Après, on a eu un autre chef de service. Je ne vais pas citer son nom. On a eu 3 chefs à Beni Msous. Donc, un des chefs de service, quand il est venu, il a enlevé la diététicienne, il a enlevé la kinésithérapeute et il a enlevé la psychologue. Alors là, ça, c'était vraiment
c'était vraiment une catastrophe pour nous tous parce que la psychologue, la kinésithérapeute et la diététicienne, elles nous aidaient vraiment dans nos décisions, dans la prise de décision. Elles assistaient à la visite, elles connaissaient toutes les pathologies avec nous puisqu'elles faisaient des visites régulièrement. Donc là, je suis très étonnée de ne pas trouver de psychologue dans les services. Fort heureusement, quand je suis venue à Tipaza, j'ai trouvé une psychologue et une diététicienne. Bon, la diététicienne, elle est partie, mais la psychologue, elle est toujours là. Donc, le psychologue occupe une place centrale dans la prise en charge des patients atteints de cardiopathie. Par son expertise clinique, il contribue à la compréhension du vécu psychologique de la maladie. Déjà, donc, le psychologue doit connaître les différentes maladies cardiaques, à l'accompagnement du patient tout au long du parcours de soins et à l'intégration d'une approche globale centrée sur la personne. Donc, vous voyez, c'est sur la personne. Et les personnes ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques. Ainsi, l'intervention psychologique constitue un levier essentiel d'amélioration du bien-être psychique du patient et de l'évolution médicale des patients atteints de cardiopathie. Donc, ça leur donne ça leur donne une autre vie, ça leur donne une autre, se retrouvent dans leur maladie. Même s'ils sont malades, ils vivent le plus normalement possible la maladie. Et je vous remercie. Merci. C'est bon. Allô? Allô? Oui, 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 on C'est bon, t'entend. j'ai Oui, oui, fini. merci, Benoît. Je ne sais pas si Bah, Madame Imen est là. Merci pour... bon, j'ai regardé s'il n'y a pas de... je vais lire les questions sur le chat. Comment orienter des parents qui ne sont pas réceptifs? Alors, Benoît, tu m'entends? oui, oui. Alors, comment Allô? orienter? Tu m'entends? Il y a une question dans le chat. Oui, oui. Allez-y. Une de l'EPH de Janet qui demande comment Mhm. orienter des parents qui ne sont pas réceptifs. Je pense réceptifs pour le diagnostic ou j'ai pas compris. Elle peut prendre la main et poser directement sa question. Ça, c'est les parents qui ne sont pas réceptifs, hein. Il faut qu'ils acceptent. Il faut Eh ben, c'est le rôle, qu'ils et c'est le rôle du psychologue, justement, psycho, de, bien sûr. C'est ça c'est-à-dire l'intérêt du psychologue. oui, et le psychologue, c'est pas un travail ponctuel, c'est un travail de longue haleine. C'est comme l'annonce diagnostique. Des fois, on peut faire l'annonce diagnostique sur plusieurs étapes, Hmm, en évaluant le coping de la famille. Alors, une hmm. deuxième qui dit, merci, bon, malheureusement, en général, les médecins ne donnent Ne donne pas une pas. importance aux psychologues. Ah, si, si. Je ne peux pas travailler sans psychologue, Bien diététicien et sûr, kinésithérapeute. Il bien faut. sûr. Alors Important. maintenant, la médecine est basée sur la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Qui dit maladie chronique dit multidisciplinarité et le rôle du psychologue et tous les soignants qui ne sont pas forcément médecins est impératif. D'accord? Voilà. Alors, moi, je te pose une question. Est-ce que tu as parlé de fin de vie en cardiologie? Bon, on connaît bien les fins de vie en cancérologie.
Oui. Est-ce que les fins de vie en cardiologie peuvent être peut-être progressifs ou plutôt, comme on le devine, brutal et rapide? Donc, j'ai parlé des fins de vie progressives, parce que les fins de vie brusques, par exemple les troubles du rythme dans l'infarctus, ça, on n'a pas le temps. On Hmm. explique aux patients que, voilà, C'est grave. l'infarctus, c'est un délai de 5 jours. On explique à la famille, pas aux patients, que l'infarctus du myocarde, c'est grave. Le malade, il a 5 jours. S'il survit dans ces 5 jours, il est sorti du danger initial. Et donc, les parents, on les trouve un peu anxieux. Et nous, on le dit sans psychothérapie, hein, parce que là, on est stressé, l'infarctus est là, il risque de mourir. Et donc, on prend les patients dans une salle et on leur dit, voilà, le patient n'est pas bien, il faut pas faire ceci, cela, il faut limiter les visites, il faut. Donc, on leur dit que c'est risqué. Et les patients sont tristes, ils sont angoissés, ils sont stressés, parfois même ils sont agressifs. Par contre, la fin de vie progressive, c'est là où le psychologue intervient. C'est là où la prise en charge psychologique intervient, donc dans les différentes étapes, ça dépend à quel moment il est ce patient. Mais à la phase aiguë, donc en aigu, il n'y a pas d'ailleurs c'est la preuve, il n'y a pas de psychologue qui font les gardes. Donc on aurait aimé qu'il y ait un psychologue avec nous, la garde. Ils ne sont pas Il nombreux. doit y avoir aussi un psychologue en réanimation, aux urgences. Le rôle du Oui. psychologue est partout. Ça, c'est Mm, indéniable mm. aussi. Je ne sais pas si Madame Imen elle est là. Bon, sinon, il devait avoir une troisième communication justement par un psychologue pour faire l'état des lieux et le rôle crucial du psychologue dans la gestion émotionnelle de l'handicap. Bon, celle qui devait la faire n'a pas pu assurer, mais on peut prendre quelques questions avant de clôturer. Madame Imen, vous n'êtes pas là. Voilà, moi je vous ai mis mon email dans le Euh, chat si vous voulez écrire ou nous contacter, y a pas de problème. Voilà, il y avait une remarque sur les chiffres parce que le but de cette formation, c'était pas tant de faire un état de lieu. L'état de lieu de la prise en charge de l'handicap en Algérie, on la connaît tous parce que c'est très compliqué. On connaît nos insuffisances, on connaît notre force un peu, la carte d'invalidité et encore, on sait que hein, quand même, la somme est très dérisoire en vue de la cherté de la vie. Mais on a dit que selon l'OMS, c'est 1 sur 6 de la population sont atteints d'un handicap assez important. Donc, si on est aujourd'hui 46 millions, donc on doit avoir, bon, il y a des chiffres qui disent 3 millions de patients atteints d'handicap, mais si on prend le pourcentage ou l'équation de 1 sur 6, donc ces chiffres sont sous-estimés. On doit être peut-être à 5 ou 6 ou voire 8 millions d'handicaps selon la gravité de l'handicap. Voilà. Professeur Benoît, si tu n'as pas de Oui. remarques ou s'il n'y a plus de questions, bon, vous pouvez écrire sur le chat si tu Et je suis veux, en train de tu veux regarder clôturer. je suis en train de Oui. regarder justement les questions. Bon, il n'y a Mm. pas de questions. Bonjour tout le Ouais. monde. Les psychomotriciens, bon, il n'y a pas il y a il n'y a pas de questions pour la cardiologie. Il y a une qui a écrit l'annonce du diagnostic se fait par l'équipe médicale. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça Bien qu'on a sûr, dit que le psychologue doit être présent dans bien l'équipe sûr. médicale. C'est pas un L'annonce, médecin. l'annonce du diagnostic et l'annonce de l'handicap, ça va de soi, si Oui. le diagnostic est source d'handicap, est un acte médical. Mais n'empêche, le psychologue doit être là, doit être au moment T ou après, ou etc., pour le suivi, l'accompagnement. Mm. Voilà. Voilà, je C'est bon? pense que oui, c'est bon. Il n'y a pas Si tu de... veux, tu mets ton mail